Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils vont rester au moins 24 heures de plus en garde à vue. Depuis hier, les grands-parents du petit Émile Soleil, disparu dans le hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence en juillet 2023, sont entendus par les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la cité phocéenne. Un oncle et une tante du petit garçon sont également toujours auditionnés. Les enquêteurs ont resserré leurs investigations sur le cercle familial, Stéphane. Non, en effet, oui. Après avoir fermé toutes les portes du côté du Haut-Vernay dans les Alpes, la section de recherche lance donc cette vaste opération dans ce cercle familial après 20 mois d'une enquête nébuleuse. La prolongation pour 24 heures de la garde à vue des grands-parents semble indiquer que les gendarmes n'ont pas encore tous les éléments attendus pour servir la vérité. Il n'y aurait pas eu de confrontation pour l'heure, mais les éléments recueillis lors de la perquisition au domicile du couple près d'Aubagne seront peut-être déterminants. Le SUV du grand-père ainsi que la remorque lui servant à transporter ces deux poneys ont été saisis et sont analysés par les enquêteurs à la recherche d'ADN. ADN qui pourrait fournir des éléments aux enquêteurs, mais dans des cas bien précis. Nous détaillait tout à l'heure dans Europe 1 Matin le général François Daoust, directeur du centre de recherche de la gendarmerie et professeur de sciences criminelles à l'université Cergy Paris. Si c'est dans le véhicule, siège passager ou autre, ça n'a aucune valeur. On sait très bien qu'il est rentré, qu'il est monté, et il a été transporté. En revanche, dans le coffre du véhicule ou peut-être dans le van, étant donné qu'il était arrivé la veille, est-ce qu'il a eu le temps d'aller jouer dans le van ou pas, ça sera les enquêteurs qui le détermineront. Ça peut être un élément indiciel très important. Alors on vient d'apprendre que les deux autres gardes à vue, l'oncle et la tante du petit Émile, sont prolongés. Les gendarmes ont également mené hier une dizaine d'auditions supplémentaires avec des membres de cette même famille dont les liens semblent se fissurer alors que les gendarmes auraient procédé à la mise sur écoute de téléphones portables. Les gardes à vue prendront fin demain matin dans cette course contre la montre. Chaque minute compte pour les enquêteurs qui jouent gros, très gros avec cette opération aux allures de va-tout. Merci Stéphane Burgat en direct de Marseille pour Europe 1. Et dans le village du Haut-Vernay où Émile a disparu il y a maintenant près de 2 ans, le mystère devient insoutenable. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, en direct du Haut-Vernay. Vous avez rencontré des habitants qui suivent avec attention cette enquête. Beaucoup connaissent les grands-parents d'Émile et n'attendent qu'une chose, connaître la vérité. Oui, une quête de vérité que tous partagent. Ce matin, les rayons de soleil illuminent les cimes enneigées des montagnes qui font face au Vernay. Seule agitation dans les petites ruelles du hameau, le va-et-vient des nombreux journalistes présents. Aucune fumée ne s'échappe de la cheminée de la maison de vacances des grands-parents d'Émile. Elle est vide, pas de perquisition ici, ni de présence des forces de l'ordre. Cet habitant veut rester prudent. Pour l'instant, il y a juste des gardes à vue. Après, voilà, le temps de la garde à vue, l'enquête continue son cours et puis on verra bien comment ça va se terminer, quoi. Ça prend le temps que ça prendra, mais il faut patienter maintenant. On a que ça à faire. Patiemment, le village attend de connaître l'issue de ces gardes à vue. Magali Lamy vit au Vernay depuis plusieurs années. L'hypothèse selon laquelle peut-être l'enquête se dirige vers une piste criminelle, voire familiale, enfin on n'en sait rien encore, mais disons que ça bouleverse un petit peu les certitudes. Il y a cette espèce de crainte de se dire mon Dieu, mais quelle va être cette vérité ? Peut-être qu'elle est bien plus terrible que celle qu'on aurait pu imaginer. Et cette habitante vient d'écrire un livre de témoignages des villageois sur l'affaire Émile. Frédéric Michel, merci beaucoup en direct du Haut-Vernay pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h05. À Paris, quelques centaines de personnes se sont réunies hier soir en soutien à Boualem-Sansal devant l'Assemblée nationale. Toute la classe politique y était représentée, sauf la France insoumise qui a brillé par son absence. Le sort de l'écrivain franco-algérien interpellé à Alger en novembre dernier doit être scellé demain. La justice algérienne a requis contre lui 10 ans de prison. Et puis manifestation également hier à Orléans contre l'antisémitisme. 1300 personnes ont répondu à l'appel des organisations juives de la ville 3 jours après l'agression violente en pleine rue devant son fils de 9 ans du rabbin d'Orléans, Arié Endelberg. Et c'est justement pour son engagement contre l'antisémitisme que le Rassemblement national a été invité pour la première fois de son histoire en Israël. Jordan Bardella est arrivé à Tel Aviv hier soir, de même que Marion Maréchal. Cette invitation du gouvernement israélien est un événement capital pour le RN. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, vous suivez ce déplacement qui n'est pas qu'un simple voyage pour le Rassemblement national, c'est une étape décisive dans son long travail de réhabilitation.
Oui, Jordan Bardella évoque d'ailleurs un événement historique dans son interview au Jérusalem Post ce matin. C'est un honneur d'être invité par le gouvernement israélien, affirme le président du RN. Il se rendra aujourd'hui sur les sites des massacres du 7 octobre 2023, puis visionnera à Sderot, le film des atrocités commises il y a 1 an et demi. Le député européen enchaînera demain avec un discours lors de la conférence internationale de lutte contre l'antisémitisme, événement auquel est invité Marion Maréchal, arrivé un peu plus tôt hier soir à Tel Aviv. Frère d'I24 News. Je suis très heureuse, évidemment sur le plan politique et sur le plan personnel. Très heureuse parce qu'aujourd'hui, politiquement, j'ai beaucoup de choses à dire aux Israéliens. C'est l'objet d'ailleurs de ma venue lors de cette conférence. Et puis c'est évidemment un plaisir personnel parce que voilà, fouler la Terre Sainte et demain Jérusalem, moi en plus personnellement en tant que chrétienne, c'est un merveilleux moment d'émotion. Alors politiquement, ce double déplacement marque donc une rupture presque définitive avec l'antisémitisme des fondateurs du Front National. Le RN se présente désormais comme un bouclier pour la communauté juive en France et un allié d'Israël dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Merci Alexandre Chauveau. Connexion un peu difficile en direct d'Israël pour Europe 1 ce matin. Et puis un pas de plus vers la paix en Ukraine. Kiev et Moscou ont accepté un cessez-le-feu en mer Noire. Annonce hier des États-Unis qui se disent prêts à aider la Russie dans l'exportation de ses produits agricoles et engrais sur les marchés mondiaux, condition sine qua non pour entériner cet accord de cessez-le-feu. De son côté, la France affiche son soutien indéfectible à l'Ukraine. Oui, Emmanuel Macron reçoit ce soir Volodymyr Zelensky à 18h à l'Elysée. Au menu dîner de travail et préparation du nouveau sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine prévu demain à Paris. Arthur Delaborde. La France fera de la poursuite et du renforcement du soutien militaire et financier à l'Ukraine sa priorité absolue. C'est selon l'Elysée ce message qu'Emmanuel Macron va faire passer à Volodymyr Zelensky. Au cœur des discussions, 4 chapitres à l'ordre du jour du sommet réunissant demain les dirigeants de 31 pays. D'abord, l'aide immédiate à l'Ukraine avec la nécessité que chacun dise ce qu'il est prêt à faire, souligne l'entourage d'Emmanuel Macron. Ensuite, l'obtention d'un cessez-le-feu complet, accepté à ce stade par Kiev, mais sur lequel la Russie reste pour le moment silencieuse. Troisième point, l'aide à l'armée ukrainienne dans la durée pour qu'elle reste la première ligne de défense européenne, précise un conseiller du chef de l'État. Enfin, dernier point, peut-être le plus sensible, la création d'une force dite de réassurance, supposant l'envoi de troupes pour maintenir une éventuelle paix et garantir que les Russes ne réattaqueront pas. La France et le Royaume-Uni sont à l'initiative sur le dossier. Reste maintenant à fixer les contours et les modalités opérationnelles. Arthur Delaborde. Et puis, une proposition de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée pour forcer les nouveaux médecins à ouvrir leur cabinet dans les déserts médicaux. Un texte signé par plus de 250 députés, toutes tendances confondues, mais les syndicats de médecins s'y opposent fermement, Yasmina Katou. Si cette proposition de loi est adoptée, les médecins généralistes ou spécialistes devront demander l'autorisation pour s'installer. Et dans une zone jugée bien fournie en médecins, l'ouverture d'un cabinet libéral serait impossible. Cela pourrait pousser certains à se tourner vers le salariat. Une fausse bonne idée, prévient Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Je suis médecin généraliste libéral, je vois 40 patients par jour et je travaille 55 heures par semaine. Si je suis médecin salarié, je vais travailler aux 35 heures et ma productivité sera de 2 patients par heure. J'ai aggravé le problème. Plutôt que des mesures coercitives, il faudrait agir dès le début des études, explique Mélanie Rica-Henry, présidente de l'association Médecins pour demain. Il faut former les étudiants en médecine dans les déserts médicaux pour les inciter à rester. Mais demander à un étudiant qui a bossé à Nantes d'aller travailler dans la Nièvre, il n'y a plus de service, il n'y a plus de poste. Et on voudrait forcer seulement les médecins à aller travailler dans ces zones. C'est de la maltraitance. Le médecin le reconnaît, le système de santé devra être réformé, alors qu'aujourd'hui, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Yasmina Katou. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal à suivre sur Europe 1.